Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Chaque vendredi, dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Hello les filles. Alors, aujourd'hui, exercice un peu compliqué pour moi parce que je me lance dans un épisode solo. J'ai cette dualité. En même temps, j'ai hyper envie de vous parler, de répondre à vos questions, surtout ça. Et en même temps, écoutez, j'ai peur de me livrer, j'ai peur de me lancer. Je crois que tout ce qui est nouveau, peut faire un petit peu peur, mais allons-y. Je vais directement commencer, on va pas je vais pas faire un blabla ou un monologue parce que surtout que je risque de me perdre dans mes mots et de m'éterniser pour rien. Donc allons-y. Commençons par la première question qui m'a été posée. Est-ce que c'est plus difficile pour toi d'interviewer des gens que tu connais ou des amis ? Alors, honnêtement, non. Pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile parce que je peux déjà parce que je connais pas mal d'informations sur la personne en question. Donc déjà j'ai une bonne vue sur qui j'interviewe, sur son parcours, sur ses réactions, sur les sujets un peu touchy, sur comment interpréter aussi ses réactions face à mes questions. Il y a beaucoup de questions en fait que je pose et je crois que c'est tout l'art de l'intervieweur de savoir un peu cerner où on peut aller et où il ne vaut mieux pas aller, dépendant de ce que tu cherches à tirer de ton interview. Ici, moi, je fais pas du journalisme à scandale, hein. Je ne cherche pas à mettre ma personne mal à l'aise. Au contraire, moi, c'est vraiment la lumière va sur l'invité. Je veux vraiment qu'elle sorte de l'interview avec une espèce de good vibe, d'être contente d'être venue. Et c'est fréquent qu'en fait je coupe un passage qu'elle valide pas ou que voilà il y a une vidéo qu'elle aime pas trop, je la mets pas. Enfin, voilà, moi l'important c'est vraiment que mon invité se sente bien et en phase avec ce qu'elle a dit. Donc non, pour répondre à la question, pour moi c'est pas plus difficile. Au contraire, je dirais c'est plus facile pour moi d'interviewer des gens que je connais. La seule chose, c'est rester super objectif, quoi. Parce que, étant donné que toi, tu sais beaucoup de son passé, ou en tout cas, tu sais certaines parties de son passé, c'est vrai que tu as peut-être tendance à ne pas y aller parce que tu le sais. Donc, tu te dis, ça va être redondant. Et je crois que c'est ça aussi dans les questions-réponses solo. C'est ça aussi qui est difficile pour moi, c'est évident. Il y a des choses des questions auxquelles je vais répondre. C'est évident parce que dans ta tête, tu connais la réponse et donc, peut-être tendance à faire des raccourcis alors que les auditeurs ne connaissent pas le passé de l'autre. Donc non, pour moi, plus facile. Alors, il y a des questions sur ma vie de maman. Donc, je vais les rassembler. Donc, c'est comment tu gères 2 enfants et une carrière ? Comment gères-tu les enfants avec le retour au boulot ? Donc, ça, c'est plutôt après le congé mat. Et il y en avait une autre, voilà, ton parcours maternité, accouchement, grossesse, postpartum. Bon, ça c'est une vraie question. Je crois que ça mériterait un épisode en entier, mais je peux déjà essayer de donner quelques brides de réponse. En tout cas, comment je gère les 2 enfants et une carrière. Alors, c'est un sujet
honnêtement, où j'ai pas encore vraiment la réponse. J'ai l'impression de ne pas gérer, ou en tout cas jamais de ne faire assez, mais je pense que c'est propre aux mères qui ont plusieurs enfants et qui veulent réussir dans leur carrière. Je crois qu'avec la maternité, les dés sont un peu relancés, en tout cas pour moi. C'est un tsunami, honnêtement. Encore, je trouve que la vie en crèche, pour ma part, la vie en crèche a été assez facile parce que tu drops tes enfants et nous, on les droppait. Je parle au passé parce que ma situation pro a changé et de fait, je vais pas mentir, c'est lié notamment aux enfants et à mes envies d'être avec eux. Mais en crèche, en fait, tu les drops dans les bras d'une puéricultrice et notre crèche à nous, elle est géniale. Je veux dire, on est hyper contents. On se sent hyper fort en sécurité dès le début et tout. Donc moi, j'ai jamais eu du mal à laisser mon enfant en crèche. J'étais hyper contente de reprendre le boulot à chaque fois. Donc cette phase-là de nourrisson où Léa, je l'ai laissée en crèche à 4 mois et demi, c'était très bien. Mathis beaucoup plus tôt, 15 semaines. Donc vraiment la fin du congé mat, j'ai pas rallongé du tout et je suis repartie pour plusieurs raisons au boulot. Mais honnêtement pour prouver, je pense, pour prouver que j'ai toujours ma place, pour prouver beaucoup de choses. Hein. Même si je suis hyper informée, c'est horrible parce que j'ai lu tellement de trucs, j'ai écouté tellement de podcasts, je me suis tellement informée sur la maternité, sur la matrescence, sur le postpartum, etc. Mais voilà, j'ai senti encore besoin de prouver, de reprendre ma vie alors que voilà, t'es toujours en convalescence. Je sais pas. Moi, j'avais encore des pertes de sang, par exemple, ce qui est assez normal. Non, allez, j'abuse, 3 mois, peut-être pas, mais 6 semaines, 7 semaines, t'es en convalescence. Les 2 petits bouts, ils sont moins de 2 ans d'écart, donc c'était vraiment intense avec des besoins différents. En fait, je crois que j'ai pris une grosse claque avec le deuxième, mais parce qu'on dormait vraiment peu, parce que on travaillait beaucoup tous les deux, parce que notre fille aînée grandissait et là, j'ai senti un vrai besoin de sa part d'être avec nous. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti, une vraie demande. Plus que bébé. En fait, les demandes sont différentes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand elle est rentrée à l'école maternelle, donc 2 ans et demi, j'ai senti ce déchirement que j'avais pas du tout à la crèche. En fait, limite la crèche, ils sont bien, tu vois, en crèche, ils sont dorlotés, ils sont choyés. Là, tu la mets dans l'école et pour nous, c'était vraiment un peu un choc de dire, oula, mon petit bébé avec tous ces grands. Après, c'est la vie, hein, c'est comme ça et à aucun moment je voudrais qu'elle soit à la maison avec moi. Je sais c'est une chance qu'on lui donne. Néanmoins, j'ai eu cette ouf. Et tu vois, à 3h15, nous, ils finissent l'école. Et je me dis, mais attends, elle va rester jusqu'à 18h. Il fait dans le froid. Enfin, bon, ils ont réfectoire, mais je sais pas. J'ai eu ce truc de dire, oula, attends, parce que je vais en fait plus trop les voir. 7h, 18h, 5 jours semaine. Ouf, c'est long. Donc, en fait, ça a un peu remis les questions sur ma carrière, en tout cas en entreprise, là où j'étais, même si la boîte était super chouette, les collègues vraiment chouettes, j'étais plus alignée avec les valeurs de la boîte, ça c'est certain. Mais j'aurais, franchement, voilà, sans autre questionnement, voilà, je pense que t'es dans la tête dans le guidon, tu peux continuer à bosser. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais le podcast qui a commencé. En fait, j'avais ce besoin d'un projet à moi. Les enfants, c'est une dévotion. Pour moi, ça a été une dévotion. J'ai allaité les 2 et j'ai adoré allaiter. C'est pas du tout ça qui m'a freinée, mais c'est vrai que je me suis un peu mise de côté, on va dire. Un peu pas négligée, mais j'étais tellement dans la dévotion de l'autre que j'avais plus d'espace vraiment pour moi, ou en tout cas de créativité ou de réflexion. J'ai toujours beaucoup écouté les podcasts et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de voix belges que j'ai envie d'entendre et c'est un média qui m'attire. J'ai une histoire familiale liée au podcast, ça je pourrais l'expliquer une autre fois si ça vous intéresse. Mais je sais pas, ça a été une évidence, un peu une épiphanie de ce média, ça me parle, il me tente, alors que je déteste m'entendre, que j'ai un trouble du langage, je parle super vite. Vraiment, normalement, je parle vraiment vite, je mâche mes mots. Mon grand-père il me dit toujours articule. C'est des souvenirs que j'ai d'enfance. Donc voilà, j'ai ces petits défauts de diction, mais néanmoins, j'ai senti que le podcast m'appelait. Et donc, aux 6 mois de mon fils, j'ai lancé le premier épisode en sachant très bien que j'allais
me dédier à ce média, que c'était une fois par semaine, que ça demande beaucoup de travail. On minimise, je pense, ça demande du travail. Moi, pendant 3 mois, en fait, je me suis renseignée sur le matos, sur le processus de création, sur ce que ça demandait, sur ce que ça impliquait, sur les coûts aussi, parce que ça a des coûts qui sont liés au podcast, à l'hébergeur, mais aussi au traitement de fichiers audio ou vidéo. J'ai une vision très claire de ce que je veux faire avec le podcast, de comment je vois ce média pour moi, comment je vais l'incarner, comment je le visualise. Pour moi, c'est pas juste le podcast, c'est vraiment un lifestyle. Ça va plus loin que juste l'audio. Mais tout ça prend du temps. Donc, tout ça prend du temps à mettre en place. Et du temps, j'en avais plus. En fait, j'ai repris le taf. J'étais en 4/5e parentale. J'avais un jour, donc je ne travaillais pas pour mon entreprise en tout cas. Mais donc j'avais ce podcast où je shootais les invités. Et au début, en fait, tout prend encore plus de temps. Quand tu dois faire un montage, je faisais mon premier montage, j'y ai passé, franchement, j'y ai passé 2-3 jours, quoi. Et c'était la merde. Je vais pas dire de gros mots, mais c'était vraiment horrible, quoi. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça chaque semaine? Et l'équilibre de la famille est remis en question parce que ça te prend beaucoup de temps. Mes proches, ils me voyaient un peu, en fait, hyper excitée par ce projet. Mais est-ce que c'est pas une fuite, tu vois? Est-ce que c'est pas genre juste, j'ai besoin d'un truc pour moi, là, maintenant, j'ai besoin de ma bulle et j'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin d'interagir, j'ai besoin d'échanger sur tous ces questionnements, que je vis, le tourbillon que je vis de parentalité, mais aussi au niveau de la carrière, au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai quelque chose, j'ai une fibre en moi, je sens que j'ai envie de bosser pour moi, en tout cas, avoir un projet, je dirais pas full time, parce que je suis vraiment pas contre le salariat. Au contraire, moi, je suis un bon petit soldat. Moi, j'adore les ordres, j'adore la hiérarchie, j'adore faire plaisir aux gens, j'adore qu'on me dise, ouais, Chloé, merci pour cette tâche, t'as bien fait ça. Moi, c'est ego boost, hein. Ego boost. Donc, moi, j'adore le monde du salariat. Ça me va très bien. C'est très sécure, c'est très cool. Donc, je suis pas du tout anti-salariat et je pense que j'y retournerai, en toute honnêteté. Parce que mis l'un dans l'autre, ton package, je parle pas juste de ton salaire brut, hein, mais de ton package, de tous les avantages que t'as, ta pension, tout ce que ça comprend, ton essence, tes chèques extra-légaux, ton 13e mois, ton double pécule de vacances, tout ça, mis l'un dans l'autre, quand tu es indépendant pour arriver au même package, en tout cas moi, j'ai un bon chiffre d'affaires à faire, et de bénéfices même, avant de pouvoir l'atteindre. Donc c'était pas une situation facile, une solution évidente. Ce qui était évident, c'est que ça m'excitait beaucoup. Ce qui était évident, c'est que j'étais un peu obsédée par le podcast. Je le suis toujours d'ailleurs, mais voilà, quand un projet devient un peu une obsession, que je sens qu'il y a l'engouement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je sens, comme on dit, ce feu en moi, je me sens bien, je me sens en vie, je me sens à ma place. Après, c'est le kiff, tu vois, je rencontre des gens intéressants tous les jours pour discuter de leur vie, c'est hyper inspirant, évidemment. Donc voilà, pour répondre à la question qui était comment gère tous les enfants. Donc absolument pas. Voilà, exactement le genre de truc que je ne voulais pas faire. J'y suis en plein dedans. Veuillez m'en excuser. Donc comment je gère les enfants et une carrière. Donc pratico-pratique. On essaie de mettre les enfants un peu plus à la garderie, mais j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai vraiment envie de passer du temps avec mes gosses. C'est hyper égoïste, mais je trouve que ces années là, les petites années, ça passe si vite que j'ai envie de les savoir avec moi. J'ai vraiment ce besoin un peu animal, quoi, alors que je pensais vraiment pas être ce style de mère là, mais je me dis mais waouh, quoi, c'est cette période-ci de ma vie où j'ai envie d'être avec mes enfants et comment je gère toute transparence, c'est encore des points un peu flous. Encore hier soir, on en parlait dans la voiture avec mon mari. J'ai eu Lou sur le podcast qui monte un projet incroyable et je lui demandais comment tu fais pour garder ton équilibre vie pro vie perso, parce que en fait ce qui est prenant c'est les mails qui sont shootés constamment, tu reçois un mail dans ta boîte mail, t'as l'impression que tu vas le traiter tout de suite. L'engagement des réseaux sociaux, il faut être hyper actif, il faut créer vraiment cette communauté. En tout cas, moi, je le visualise comme ça. Mais du coup, ça demande du temps et ça demande beaucoup de temps où t'es physiquement présent, mais mentalement, t'es pas présent, tu vois. Du coup, on avait ces discussions et je disais à mon mec, parce que là, on part une semaine
au ski. Et je dis moi c'est ok les vacances, enfin, on en a besoin vraiment, on a besoin tous les deux de vacances à deux sans les enfants. C'est la première fois donc en 3 ans qu'on part, mais j'ai aussi besoin. Là j'ai besoin de temps de travail. En fait c'est fou de dire ça, mais j'ai besoin que pendant 1 heure tu ne me reproches pas que je réponds à des messages parce que pour toi je comprends que ça a l'air futile en fait, mais quand t'es dedans, que c'est ton truc, t'as envie que ça prenne. Oui, il faut interagir, oui, il faut être réactif. Alors après, moi, à partir de 18h, je coupe total. Je coupe vraiment total. J'ai pas mon téléphone à côté de moi la nuit, tout ça, je n'ai pas. Et on a mis ça en place parce que c'est pas viable. Même pour les enfants, c'est frustrant. Pour toi, c'est hyper frustrant. En fait, tu postes, tu fais des conneries sur les réseaux parce que t'es en train de gérer le repas, le bain, le truc. Donc voilà, il faut mettre, à mon avis, enfin, selon moi, il faut un peu équilibrer, mettre des stops à certains moments ou mettre en pause. Mais c'est indéniable en fait, ça te prend et ça prend toute la famille avec. C'est ouais, c'est intense quand tu lances un projet comme ça, quel qu'il soit, je pense. Mais quand tu deviens vraiment focus, c'est difficile de lâcher et de mettre sa tête ailleurs. Je gère les 2 enfants. Bah, les 2 enfants, c'est ma priorité. Donc, je gère au maximum les maladies, les trucs. Là, bah voilà, je suis là. Si vraiment j'ai une interview que je ne veux pas, parce que je peux toujours déplacer, mais que je ne veux pas parce qu'à un moment donné, il faut aussi que je mette mon projet en priorité. Dans ce cas-là, je prends une garde malade ou une babysit ou voilà. Ça nous coûte, mais c'est aussi un choix de famille et d'équilibre. De couple, de famille, de se dire voilà, moi j'ai l'envie, en tout cas la chance de pouvoir faire un projet qui me passionne. Et ça va nous coûter autant, on budgétise comme on peut, on s'est mis d'accord en couple, c'est aussi ça le mariage pour nous, et sur un temps limité, hein, et j'ai pas caché que c'est pas il faut un jour que soit je vive du podcast, soit je retrouve un job de salarié, peut-être mi-temps, parce que encore une fois l'importance ici pour moi ce n'est pas de faire de l'argent, même si ça compte évidemment, mais d'avoir du temps avec ce qui me rend heureuse, et ce qui me rend heureuse c'est mes enfants notamment. Donc voilà, pour répondre à la question, je ne gère pas grand-chose au niveau carrière, mais je fais comme je peux et c'est déjà très bien. Avec les pièces favorites de ton dressing, plutôt marque ou fast fashion? Honnêtement, j'ai plus de marques fast fashion que de pièces de marque ou de marque de luxe. Alors j'ai quelques beaux sacs qui m'ont été offerts. J'ai quelques belles pièces, mais j'avoue que je suis plutôt fast fashion malheureusement. Voilà, j'essaye d'investir un peu dans des basiques, donc un bon jeans. Là, j'ai trouvé une bonne coupe qui me va bien pour le moment, donc je garde ça, un Levi's. Enfin voilà, j'aime bien une jolie marque. Franchement, pour moi, un Levi's, une paire de mocassins, un t-shirt blanc et un blazer, ça fait toujours le taf. Hein. Après un beau sac, voilà, une paire de lunettes et pour moi c'est assez joli comme ça. Maintenant, j'avoue que moi je suis assez fast fashion. J'aime bien les tendances. Ouais, donc malheureusement pour ça, je suis pas un exemple. J'ai tendance à craquer pour des pièces de fast fashion, j'avoue. Après, je vole beaucoup de pièces à mon mec, genre une chemise Ralph, voilà, je la prends dans le vestiaire de mon mec et un t-shirt blanc et ça fait le taf. En fait, je suis moins mode qu'avant, même si j'adore ça. Donc grosse question, mais depuis mon deuxième accouchement, j'ai tellement peu le temps en fait. Je sais pas. En fait, je crois que j'ai peu le temps, j'ai peu l'espace mental. Encore hier, quoi. C'est une anecdote, mais ça prouve tellement. C'est en fait, j'étais en train de me changer, j'ai pensé à un truc, donc je n'ai même pas pris la peine de me remettre mon froc. Donc j'étais en sous-vêtements. Je courais de ma maison pour écrire un truc pour pas oublier, et puis finalement, je suis restée 1 heure, vraiment 1 heure. Les fesses à l'air, juste parce que j'ai la tête ailleurs. Je sais pas si d'autres mamans ont ça, mais je pense à un truc, je monte, je sais plus ce que je veux, j'écris autre chose, je suis partie et je pars dans tous les sens. Donc, je suis pas très structurée, alors que je suis quelqu'un de très organisé. Je perds jamais rien, j'oublie jamais rien. Mais je note beaucoup, j'ai plein de to-do, j'ai des listes partout. En fait, je suis quelqu'un de très structuré. Genre, tous mes documents administratifs sont sur le drive. Enfin, toutes les formalités administratives sont hyper bien répertoriées chez nous.
tous les dossiers de primes et tout sont suivis à la lettre, il y a des relances, enfin, je suis assez carrée, mais c'est vrai que, voilà, au niveau, même mon dressing, je le range, je m'arrête. Et donc là, il est toujours en plan, genre, je l'ai trié à moitié et je me suis arrêtée au milieu. Genre, un truc que j'aurais jamais fait avant, je me suis arrêtée au milieu, je suis partie dans d'autres tâches, voilà, j'ai commencé ma soirée avec les enfants et en fait, on en est là, quoi. Donc, niveau du dressing, j'ai très, très, très envie de repartir dans la mode, de m'y mettre plus, de prendre plus de temps pour ça. J'ai pas eu de coup de cœur de tendance cet hiver. Bizarrement, j'ai toujours des tendances que j'aime bien. Ici, en hiver, j'ai l'impression ou alors j'ai vraiment rien vu, mais je veux dire, j'ai vu les grosses tendances passer, mais j'ai pas eu de coup de foudre. Je m'y retrouve pas trop. Les jeans baggy et tout, j'en ai, je veux plus les voir. Donc, je sais pas. Une petite remise en question au niveau du fashion de mon côté, mais je vais revenir en printemps-été. Je crois que la saison, ça va être pas trop non plus. Je suis pas trop. Dès que je fais des couches et des vestes et tout, je sens bonhomme Michelin. Donc ça me parle pas trop non plus, je pense. Et donc dernière question que je vais faire aujourd'hui, vous me demandez un petit peu comment le podcast me rapporte. Très bonne question. En toute transparence, il ne me rapporte pas. Donc pour le moment, il y a que des frais, il y a pas de rentrée. C'est vraiment un hobby qui me coûte, mais bon, voilà, c'est un choix, en tout cas temporaire. Comment il pourrait me rapporter ? Eh ben, il y a plusieurs options dans le monde du podcast. Honnêtement, c'est pas le média qui fait de l'argent. C'est pas beaucoup le média qui fait de l'argent. Il y a très peu de podcasteurs qui en vivent, ça c'est clair. Souvent, en fait, le média permet de mettre en avant un service que tu as, une formation que tu as à vendre, un cercle d'entrepreneuriat, enfin voilà, ou ouais, une marque. Ouais, il y a beaucoup de marques américaines qui ont des podcasts. Ouais, beaucoup. En fait, c'est un média qui va faire l'awareness, donc de la notoriété de marque, mais c'est pas tellement en soi un média qui rapporte. Ou alors les invités payent pour venir dans ton podcast. Ce qui peut paraître choquant en soi, mais qui l'est pas tellement. Ça se fait beaucoup parce que, en fait, nous, en tant que podcasteurs, on crée de la visibilité, on crée du contenu. Donc, c'est comme si vous payez un vidéaste ou un journaliste. D'ailleurs, dans le monde du journalisme, il y a beaucoup qui sont aussi payés. Enfin, ce qu'ils font payer, on s'entend, mais qui se font gifter. C'est comme ça que ça se passe un petit peu. Donc voilà, c'est normal en tant que créatrice de contenu que tu te fasses payer pour tes services. Moi, c'est pas mon parti pris. Je ne souhaite pas, en tout cas maintenant, à l'instant T, qu'on me paye pour venir sur le podcast. Ce que je peux dire, c'est que l'invité paye la post-prod. Donc, si l'invité souhaite vraiment réutiliser les contenus à ses fins propres, mettre sur son site internet, pour utiliser sur ses réseaux sociaux par exemple, eh bien dans ce cas-là, je demande qu'il paye la location de studio, la post-production et le montage en fait, voilà. Donc ça, c'est déjà arrivé chez moi. Sinon, non, je ne souhaite pas que l'invité me paye directement pour passer. Je trouve que ça met en fait un contact assez bizarre entre l'invité et moi-même. Voilà, dès qu'on parle d'argent, de transactions financières, je suis un peu en porte-à-faux parce qu'alors il faut vraiment, je deviens un produit quoi. Donc il faut vraiment que je plaise ou que l'interview ou que le produit final plaise à l'invité parce qu'il l'a payé et ça je n'aime pas. J'aime bien garder la main mise là-dessus. Au final, moi mes seuls juges c'est mes auditeurs. C'est à eux que j'ai envie de plaire, bien sûr à l'invité évidemment, mais je veux pas que ce soit monétisé. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est du pré-roll, middle roll ou post-roll. Ça c'est vraiment des marques qui payent un sponsoring. Donc les marques vont payer une page publicitaire, si on veut, dans le podcast. Le sponsor va toucher mon audience. Donc je mets à disposition mon audience et ça a un coût évidemment parce que c'est beaucoup de travail pour moi de rassembler une audience, de créer du contenu, enfin d'avoir de l'engagement et voilà, j'ai envie de mettre en avant en sponsoring des marques que moi-même j'utilise ou auquel j'adhère en fait, parce que pour moi ça représente aussi l'ADN d'Audace, donc ça doit faire sens, ça doit être dans ma ligne éditoriale en tout cas. Donc ça c'est un des biais aussi, et c'est le plus répandu, c'est de faire du sponsoring, donc de faire des ads. Actuellement je n'en ai pas, en tout cas je n'en ai pas signé, je suis en négociation avec plusieurs d'entre elles. Mais je n'ai rien signé à l'heure actuelle, donc à voir aussi. Je préfère avoir peu de marques, mais évidemment
être bien payé que cumuler une marque différente en pré-roll, middle roll et post-roll. Mais bon, cela dit, il faut bien que le podcasteur vive aussi à un moment donné. Donc ça, je veux pas mentir. Voilà, à un moment donné, il faut que ce soit rentable d'un sens ou dans l'autre. Je comprends que c'est pas agréable pour les auditeurs d'avoir des pubs à l'entrée, au milieu et à la fin. J'entends. Ça se fait énormément aux États-Unis. Honnêtement, moi, j'écoute beaucoup de podcasts américains. Ça ne me choque personnellement pas. Mais je suis de l'autre côté aussi. Je sais qu'il faut que les podcasteurs puissent vivre à un moment donné du contenu gratuit. C'est compliqué sur du long terme. Et alors, dernier moyen, enfin en tout cas que moi je connais, je dirais soit une newsletter payante, soit un espèce de Tipeee, donc de crowdfunding où les membres, les auditeurs versent spontanément chaque mois une petite paf, une petite participation pour soutenir le podcasteur, ou encore des contenus payants. Donc le podcast propose sur une plateforme tierce du contenu qui lui est payant pour les membres, donc du contenu exclusif pour les membres. C'est aussi une possibilité qui peut être, ma foi, intéressante. De nouveau, c'est pas mon parti pris pour l'instant. Je l'exclus pas, je l'ai aussi envisagé. Par exemple, pour les épisodes solo, je me dis que ça peut intéresser certaines personnes, mais pas forcément tout le monde, ce que je comprends totalement. Et que ceux qui sont vraiment intéressés par ce que j'ai à raconter, ou mon histoire, ou mes réponses, puissent le faire sur une plateforme payante. Mais je suis revenue là-dessus parce que je sais pas, j'ai envie que ce média reste gratuit et accessible. En fait, j'ai envie que ce média, il soit vraiment accessible à tous, toucher du monde, partager de l'information, des discours inspirants, voilà, vraiment la communauté, quoi, partager. Et je trouve que faire payer les auditeurs, l'idée me déplaît. Donc voilà pour répondre à vos questions du jour. J'espère que cet épisode solo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quoi sur les réseaux sociaux, à me laisser un petit commentaire ici, me donner 5 étoiles. Et avec plaisir, si ce genre de format vous plaît, je réitérerai ça régulièrement. Si ça vous plaît, moi, avec très grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.